Voilà, bonjour. Deuxième partie de cette matinale d'info avec Territoire d'info et l'invité politique aujourd'hui. Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Vous êtes le secrétaire d'État, le nouveau secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci d'être l'invité de Territoire d'info ce matin, de la presse quotidienne régionale, des télés locales de France, en partenariat avec les Indes radios, c'est 130 radios sur tout le territoire français, et TV5, notre partenaire. Vous vous interrogez à mes côtés ce matin, Michael Zamès, le spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Et Hervé Favre de La Voix du Nord, un régulier de cette matinale d'info qui nous fait le plaisir de revenir pour cette nouvelle saison. Jean-Baptiste Lemoyne, Emmanuel Macron est bien sûr ce matin à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy pour essayer de retourner un peu l'opinion publique là-bas, pour couper court en tout cas aux accusations d'impréparation du gouvernement. C'est ça la visite d'Emmanuel Macron là-bas, le but de ce voyage? Non, je crois que le but, c'est en premier lieu d'être auprès des gens qui souffrent, effectivement, qui ont perdu leur maison, peut-être ont des proches blessés. Mais vous faites allusion peut-être aussi à tout ce que les réseaux sociaux peuvent parfois charrier, avec le meilleur parfois, mais aussi le pire, parce qu'on a vu véritablement de la désinformation. Lorsque j'ai lu que la préfète de Saint-Martin aurait quitté l'île pour aller à la Guadeloupe, mais elle a fait partie de ceux qui sont restés avec ses équipes dans la seule pièce qui restait debout sur l'île et qui a assuré la continuité de l'État. Donc ce que je veux dire, c'est que justement, on voit bien que avec toutes parfois ces manipulations qui ne sont pas le fait. Au contraire, ça montre bien que les journalistes ont un rôle éminent pour pouvoir aider le public à décrypter, dans la mesure où souvent on voit beaucoup de contre-vérités. Vous pouvez nous assurer qu'il y a continuité de l'État en ce moment? Vous savez, le Quai d'Orsay est aussi impliqué puisque nous avons un centre de crise. Et ce centre de crise, je peux vous dire, moi j'étais en contact avec eux. Lorsque parfois des parlementaires m'ont signalé la situation de telle ou telle famille, j'ai personnellement fait le point et je peux vous dire qu'ils étaient sur le pont H24, oui, notamment pour téléphonie, oui. Mais bien sûr. Et on a aujourd'hui 3000 militaires, fonctionnaires qui sont sur le pont, c'est un tiers de l'opération Sentinelle sur le territoire national. Vous imaginez, un tiers, l'équivalent d'un tiers sur les deux îles. Donc ça montre que... En même temps, on a vu sur place Emmanuel Macron effectivement confronté à des habitants en colère. Bon, alors évidemment, sous le choc. Qui ne le serait pas. Qui ne le serait pas, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un retard au déclenchement des secours et un manque de prévention par rapport à un cyclone dont les conséquences dévastatrices étaient quand même annoncées? Alors, écoutez, j'avoue que c'est injuste. C'est toujours facile a posteriori de se dire on aurait pu faire mieux, etc. Le temps du retour d'expérience viendra, naturellement, le président l'a dit, le temps de l'évaluation viendra. Cela étant, je crois que on l'a vu, dès le 2 septembre, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été prépositionnés. La ministre de l'Outre-mer elle-même est arrivée très tôt. Elle a d'ailleurs vécu aussi l'ouragan José. Donc franchement, je crois que tout le monde a été sur le pont, a fait du mieux qu'on peut. Et il y a 80 000 personnes sur ces îles. On ne pouvait pas imaginer l'évacuation de 80 000 personnes. Mais en revanche, quand je vous dis qu'il y a 3000 aujourd'hui militaires, gendarmes, etc. sur le pont, qu'il y a des centaines de milliers de tonnes d'eau, de litres d'eau qui ont été acheminés, voilà, ce sont des faits, c'est factuel. Alors il y a un élément qui moi m'a frappé. Saint-Martin est une petite île partagée entre la France et les Pays-Bas. Et on a l'impression que les deux pays ont réagi chacun de leur côté. D'ailleurs, c'est un correspondant néerlandais à Paris qui le soulignait. Le roi était sur place un jour avant Emmanuel Macron. Est-ce que finalement l'Europe n'a pas l'air de fonctionner là-bas non plus, quoi. Il y a une frontière entre les deux parties de l'île. Alors, pareil, je peux vous assurer, étant auprès de Jean-Yves Le Drian lui-même, il y a déjà, en fin de semaine dernière, s'est entretenu très directement avec son homologue néerlandais de la situation. Moi-même, hier à Tallinn, également avant-hier avec mon homologue. Et ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, la coordination France-Pays-Bas, elle est là. Maintenant, Saint-Martin, dans l'orbite des Pays-Bas, a une relation aussi un peu particulière. C'est pas comme s'il y avait, entre guillemets, comme chez nous, le préfet, il y a un rapport d'autonomie qui fait que les instructions ne sont pas forcément aussi directes que celles qui n'auront pas fonctionné, c'est ce que vous nous dites. Pardon ?
L'Europe a fonctionné, la communication a fonctionné entre les deux pays. Bien sûr. Oui. Après, ce que je veux dire, c'est que dans l'architecture institutionnelle néerlandaise, c'est pas d'Amsterdam qu'on peut appuyer sur un bouton en disant vous faites ci, vous faites ça, puisqu'il y a une sorte d'autonomie. Mais est-ce qu'en parlant d'un pont aérien, le plus important qu'on ait vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, Emmanuel Macron n'a pas un peu exagéré? Parce qu'au moment où il disait ça, il y avait quand même des gens de Lille qui attendaient toujours un avion pour la quitter. Mais encore une fois, il y a 80 000 personnes en tout. Imaginez ce que c'est. La priorité a été donnée aux évacuations sanitaires. Donc, priorité aux évacuations sanitaires. Et voilà. Et puis, écoutez, je crois que là-dessus, pas de mauvais procès. C'est pas une question de couleur politique. Tout le monde se retrousse les manches et sur le pont. Je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans l'Hexagone. Bilan mitigé pour la première manifestation dans la rue hier à l'organisation de la CGT. Est-ce que vous diriez que c'est un succès pour le gouvernement ou une défaite pour la rue ? Non, je n'ai pas envie Allez, le succès qu'on a envie d'engranger, c'est contre le chômage. Là, on a envie de mettre 5-0, comme le PSG hier soir, c'est contre, effectivement, le chômage. Et donc, si on prend ces ordonnances, c'est tout simplement pour répondre à une situation qui n'est pas satisfaisante. Pourquoi la plupart des recrutements se font en CDD alors que ça coûte plus cher pour l'employeur et que c'est précarisant pour la personne qui l'assume? Pourquoi il y a une dualité du marché du travail? On entend bien, mais donc, la question qui se pose, Jean-Baptiste Lemoyne, c'est en gros, est-ce que le gouvernement peut plier sur cette question des ordonnances? Ah non, mais je crois que le président était clair, le Premier ministre aussi. Ça a été annoncé. C'est à la rue, bien entendu. Non, mais il a fait campagne. Le président de la République a annoncé la couleur pendant la campagne. Il n'y a pas de surprise. On est d'accord. Mais là, il y a des manifestations. Est-ce que le gouvernement peut plier? Le gouvernement, il va continuer. Les ordonnances vont être adoptées en Conseil des ministres. Il y aura un projet de loi de ratification. Le processus se poursuit parce que, tout simplement, il y a besoin de faire un Big Bang. Vous savez, Emmanuel Macron, il a écrit un livre pendant la campagne qui s'appelait Révolution. Ah oui, on veut un peu changer les choses. Alors je comprends qu'il y ait des tenants de l'Ancien Régime qui pensent que tout allait bien, mais on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle avec le nombre de chômeurs qu'il y a, avec des entreprises... Ancien Régime, vous visez qui? Excusez-moi, ceux de la droite, Jean-Luc Mélenchon, vous visez qui? Justement, il y a un peu un mélange des genres, parce que on voit bien que finalement, des gens issus tant de l'extrême gauche que de l'extrême droite, voire certains à droite, sont un peu frileux. Et donc, on voit bien que cette coalition est d'ailleurs un peu hétéroclite. Effectivement, les manifestants, les militants syndicaux étaient pas... Il n'y avait pas une foule considérable, finalement, entre 24 et 60 000 personnes à Paris. En revanche, ceux qui sont au rendez-vous, vraiment, ce sont les casseurs. On les avait déjà vus pendant la période de la loi El Khomri, avec des dégâts, des débordements dans la rue. Est-ce que c'est pas ça, finalement, le plus grand danger qui pèse sur ce projet? En tous les cas, tout ça est inacceptable. Effectivement, ces casseurs doivent être appréhendés. La justice doit passer. Maintenant, encore une fois, moi, ce que je veux voir, c'est tout ce qui est fait par ces ordonnances qui n'a jamais été fait depuis 30 ans. Par exemple, faire en sorte qu'on puisse fusionner les institutions représentatives du personnel. Faire en sorte que dans les entreprises de moins de 20 salariés ou de moins de 50 salariés, il y ait, la négociation puisse se faire aussi directement avec des salariés élus. Bref, je crois que les TPE, les PME vont trouver un vrai ballon d'oxygène et une nouvelle façon de faire du dialogue social avec peut-être plus de consensus, parce que quand on parle dans l'entreprise ou dans la branche, c'est plus facile, et moins de contentieux, justement, de ce type-là. Jean-Baptiste, c'est une question de société. La procréation médicalement assistée, PMA, va être mise en place certainement pour toutes les femmes en 2018. En 2013, vous étiez opposé à cette PMA pour toutes les femmes. Aujourd'hui, quelle est votre position? Bien sûr. Non, mais moi, vous savez, je me suis engagé derrière Emmanuel Macron. Là aussi, c'est un sujet qui était... pour lequel il a affiché la couleur. Donc, moi, j'ai pas d'ambiguïté par rapport à ça. Vous êtes toujours en revanche, ce que je veux dire, j'ai pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que dès lors que le gouvernement présentera un projet de loi, moi, je suis solidaire du gouvernement. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi continuer à réfléchir. Vous savez, en 2013... Bon, l'opposition s'est un peu engouffrée sur ce sujet, de façon très forte, mais peut-être avec des visées électorales. Ce que je veux dire, c'est que c'est des sujets très importants. L'année prochaine, effectivement, il y aura sûrement une loi de bioéthique, ou en tous les cas, vous savez, de façon très régulière, on révise les lois de bioéthique. C'est l'occasion d'avoir un débat avec toutes les parties prenantes, parce que ce sont des sujets qui touchent à l'intime. Et par exemple, sur le sujet de la PMA, peut-être que les débats parlementaires, les débats scientifiques mèneront aussi sur des questions connexes. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a cet élargissement de la PMA,
faut-il revoir peut-être un certain nombre de règles par rapport à l'accès aux origines? Parce que on peut comprendre qu'un enfant veuille savoir un peu quelle est son hérédité, son arbre généalogique. Donc, je vais rester au gouvernement. Non, non, je n'ai pas dit ça. Quand on est au gouvernement, on est en accord avec la politique du gouvernement. Ce que je veux dire, c'est que sur ces sujets qui touchent à l'intime, les débats seront sûrement passionnants, peut-être passionnés, mais qu'il faut aussi se poser plein de questions à côté par rapport à ça, notamment l'accès aux origines. Jean-Baptiste Lemoyne, notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. On va parler un petit peu de vous, Jean-Baptiste Lemoyne. Vous êtes donc secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, un de vos prédécesseurs, Renaud Muselier, disait à propos de son ministre de tutelle, Dominique de Villepin, donc au même poste que vous, il s'occupe de tout, je fais le reste. Alors, quels sont les contours de ce département ministériel, ce secrétariat d'État? Quel est votre champ d'action par rapport au ministre de tutelle, comme on dit? C'est très simple. Le président de la République et le Premier ministre ont souhaité mettre en place, dans un certain nombre de ministères, de gros ministères, des secrétaires d'État qui sont là pour seconder le ministre sur le champ qui lui est confié. C'est-à-dire que je suis amené à intervenir sur tous les domaines que Jean-Yves Le Drian me confie, souhaite me voir l'épauler. Et donc, nous avons convenu également que, en priorité, je regarderai les sujets de commerce extérieur, de tourisme, de francophonie, de français de l'étranger. Et je peux vous dire que ça fait déjà beaucoup, que les journées sont longues et les semaines sont courtes finalement. Et c'est un portefeuille passionnant parce que, on le voit bien, la France est de retour au niveau international. Il y a énormément d'attentes. Et en même temps, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Quand on pense au tourisme, par exemple, les touristes sont de retour aussi. Il y a une très belle saison 2017. Autant, un chiffre à nous donner peut-être ce matin? Nous pensons que nous allons finir la saison avec à peu près entre 88 et 89 millions de touristes, en augmentation de l'ordre de 5% par rapport à l'année dernière. En même temps, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, parce que l'Espagne, par exemple, est très dynamique, parce que l'Italie aussi. Vous voyez en VRP un peu du tourisme français à l'étranger? Oui, c'est vrai, on est là aussi pour faire la promotion de la marque France en général. Au-delà du tourisme, c'est la promotion d'un pays qui se réforme, d'un pays qui retrouve de l'attractivité, de l'influence aussi. Nous avons été récemment classés numéro 1 en termes d'influence, et ce n'est pas rien. Jean-Baptiste Lemoyne, je me permets de vous ramener dans cette maison que vous avez bien connue. Il y a les sénatoriales qui approchent. Qu'est-ce que peut espérer la République En Marche? Et est-ce que finalement le contexte n'est pas très défavorable avec des décisions du gouvernement qui ne font pas plaisir aux élus locaux? Vous l'avez bien connu parce que vous êtes ancien sénateur, il faut le rappeler aux téléspectateurs. À mon avis, il n'y a pas de scoop à attendre de ces élections sénatoriales. Le corps électoral a été désigné en 2014 lors d'élections municipales qui sont caractérisées par une vague bleue. Favorable à la droite. Vague bleue. Dès lors qu'il y a une vague bleue en 2014, la poussée de la droite, en principe, devrait se vérifier aux élections sénatoriales. Encore qu'elle est très divisée. Maintenant, j'ai été, aux côtés de François Patria, de Nicole Bricq, un des cofondateurs du groupe de la République En Marche ici au Sénat. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer que dans une des deux chambres du Parlement, il n'y ait pas un groupe qui défende le projet d'Emmanuel Macron. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Maintenant, il est sûr que le mode de scrutin n'est pas forcément le plus favorable compte tenu du corps électoral. Mais je pense qu'on peut avoir des surprises ici ou là et qu'effectivement, le groupe de La République En Marche va s'étoffer de quelques éléments. Si vous étiez encore chez les Républicains, vous voteriez pour qui l'élection de la présidence de ce parti? Ça tombe bien, je suis plus chez les Républicains parce que je considère que, et je le dis avec un pincement au cœur, parce que c'est une famille politique à laquelle je me suis beaucoup consacré. Depuis 2002, j'en étais à l'UMP à l'origine. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ça tourne un peu en rond, que malheureusement, il n'y a pas eu cette créativité pour se réinventer. Parce qu'on ne peut pas continuer en 2017 à ressasser ce qui a fait le bonheur de la droite il y a 10 ans. Je crois qu'il y a un moment, il faut aussi prendre en compte la nouvelle donne. Il incarne quoi, Laurent Wauquiez, pour vous? Il incarne l'ambition dans ce qu'elle a de moche en politique, c'est-à-dire être prêt à tout pour le pouvoir. Est-ce qu'il y a un risque de scission à droite si Laurent Wauquiez prend les rênes des Républicains? Est-ce qu'il y a la place finalement pour un nouveau parti à droite entre La République En Marche et les Républicains version Wauquiez? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de la place au sein de La République En Marche pour celles et ceux qui, au sein des Républicains, se sentiraient mal à l'aise. C'est un appel constructif, alors de rejoindre. C'est un appel. D'ailleurs,
au-delà des élus, aux électeurs. Et les électeurs, d'ailleurs, beaucoup d'électeurs de droite ont voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour, et c'était le sens de mon choix quand j'étais le premier parlementaire à lui apporter publiquement mon soutien. C'est que tout simplement, le projet qu'il porte est un projet audacieux, ambitieux, dans lequel on peut se retrouver. On peut se retrouver. Et donc, je dis aussi aux grands électeurs, n'ayez pas peur, effectivement, d'apporter vos suffrages aux candidats de la République. Retour à l'international. Avant de nous quitter, Jean-Baptiste Lemoyne, vous vous occupez d'international, vous êtes secrétaire d'État donc, au Quai d'Orsay. Est-ce que cette annonce ce soir de l'attribution des JO va apporter quelque chose? Alors, si c'est la France, bien sûr. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Et quoi de neuf, puisqu'il n'y a plus de suspense, quoi, quasiment plus. Non, mais si tout cela est confirmé, c'est un formidable enjeu, c'est un formidable challenge. C'est un peu loin, ça Non, parce qu'en fait, 2024, il faut se préparer dès maintenant. Et derrière, on a aussi une autre échéance, c'est que nous sommes candidats pour l'exposition universelle de 2025. J'étais moi-même à Astana il y a quelques jours pour faire la promotion de notre candidature aux côtés de Jean-Christophe Fromentin. Pascal Lamy est très engagé aussi. Et donc, on voit bien qu'à travers ces grands événements internationaux, c'est l'occasion pour la France de montrer qu'elle brille de mille feux et qu'elle est là, un phare culturel, sportif. Bref, la France est de retour, définitivement. Voilà, c'est Jean-Baptiste Lemoyne qui était notre invité ce matin. Et il est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et il est ancien sénateur. Et il s'en rappelle, c'était pas il y a si longtemps. Exactement. Merci beaucoup. On passe au débrief de vos propos. Et je rappelle que votre interview sera diffusée sur les sites internet de la presse quotidienne régionale ce matin dans tout l'Hexagone. On passe au débrief de vos propos. Merci. Voilà Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de ce plateau, et font leurs entrées. À nouveau, j'allais dire, ils étaient présents dans la première partie de cette matinale d'info. Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées. Bonjour Jean-Michel. Merci bonjour. D'être avec nous. Bonjour. Et Samuel Ribaud de l'agence locale de presse. Alors on a vu un secrétaire d'État au Quai d'Orsay très en appui de la défense à la fois de la présence d'Emmanuel Macron aux Antilles bien sûr, mais également de sa collègue Annick Girardin qui, dit-il, a été présente dès les premières heures sur place. Samuel Ribaud. Ah oui, je pense qu'on a pu le constater. Présente, active, attentive au dossier. Alors, c'est une ministre qui a résisté, entre guillemets, au changement, puisqu'elle faisait partie du précédent gouvernement. C'est quelqu'un qui est originaire des territoires de l'outre-mer. Qui a été élu, d'ailleurs... À Saint-Pierre-et-Miquelon. Un peu ric-rac, mais elle a été élue. Voilà. Donc, elle connaît les problématiques de l'outre-mer, l'éloignement. Elle a fait preuve de compassion. Très honnêtement, ce serait difficile de critiquer son rôle. Au-delà de ça, le secrétaire d'État, donc aux Affaires étrangères, au Quai d'Orsay en tout cas, il a expliqué que les réseaux sociaux, c'était pas tout au fond. C'est pas parce qu'il y avait une réaction qu'on peut comprendre, a-t-il dit, que c'était la réalité. Non, on sait le pouvoir de nuisance des réseaux sociaux, la propagation des rumeurs, qui est vraiment le point noir de ces réseaux. Et voilà, là, dans le cadre d'une catastrophe, on peut dire tout et n'importe quoi, et on peut comprendre que l'état de sidération et l'inquiétude des gens les amènent à croire des choses qui sont absolument pas fondées. Jean-Michel Elvig, il a dit, le secrétaire d'État tout à l'heure, Jean-Baptiste Lemoyne, 80 000 personnes sur ces îles, on ne pouvait pas imaginer de les évacuer tous. Oui, c'est le bon sens. Je trouve que ce qui manque dans ce... Alors, c'est peut-être pas le moment, mais quand on parle, disons, dans la parole publique, c'est quand même de mettre en valeur quelque chose qui est que c'est bien beau de parler du principe de précaution, le prépositionnement de l'armée, des bouteilles d'eau, etc. Mais la première des précautions, c'était d'avoir des bâtiments qui tiennent à peu près. Il y a des normes de construction anticyclonique. C'est pour ça qu'à Saint-Barthélemy, il y a eu moins de dégâts matériels parce que pour les volets, pour un certain nombre d'équipements des maisons, on peut limiter les dégâts. Alors, il se trouve que Saint-Barthélemy est un peu plus riche que Saint-Martin. Il n'empêche que à Saint-Martin, je trouve que ce qui manque un peu, c'est l'interpellation ou le questionnement des élus, parce qu'il y a des élus qu'on voit beaucoup, qu'on entend beaucoup quand il s'agit de se battre pour le régime fiscal de ces îles, mais qu'on n'entend pas vraiment beaucoup lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi toutes les normes de construction qui auraient permis de limiter les dégâts, sans les supprimer bien sûr, pourquoi ces normes n'ont pas été mises en place.
Alors, deuxième sujet évoqué sur ce plateau par Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État donc au Quai d'Orsay, la PMA. Alors, sur ce sujet, il n'était pas en phase avec ce que le gouvernement propose aujourd'hui, mais il a théorisé une forme de solidarité gouvernementale absolue. On est au gouvernement ou on n'y est pas. C'est sa première accession à un poste de cette envergure. Oui, il doit quand même faire un effort parce que c'est quelqu'un qui était farouchement opposé au mariage pour tous. C'est quelqu'un dont Sens commun dit qu'il serait proche d'eux. Il faudrait lui poser la question. Il provient des Républicains lui-même, il vient des Républicains, j'allais dire. Donc voilà, je pense que c'est le prix à payer, entre guillemets, pour appartenir à une majorité, mais il est probable qu'en son fort intérieur, il ne soit pas tout à fait en phase avec ce projet. La question, c'est qu'elle soit possible pour toutes les femmes, bien sûr, Jean-Michel Elvig. La position de Jean-Baptiste Lemoyne est logique. Quand on rentre au gouvernement, on met de côté, au fond, ce qu'on a fortement pensé. Oui, c'est le minimum, mais ça renvoie quand même aussi à une conception de la politique. C'est vrai que si, et c'est valable à droite ou à gauche, si on considère que ce que l'on a pensé un jour est définitivement valable et opposable à quiconque n'est pas d'accord avec soi, je veux dire, il n'y a plus de gouvernement, de majorité possible. Enfin, je veux dire, oui, la vie politique est faite de choses que l'on défend, et puis après, bon, l'évolution des temps fait que c'est pas qu'on change d'opinion, mais c'est que cette opinion n'est plus porteuse et n'est plus crédible ou n'est plus réaliste. Le nombre de gens qui étaient contre le mariage pour tous et qui, à partir du moment où ça a été une loi et que ça devenait définitivement abrogeable, voilà, ils en ont tenu compte. Alors on va dire c'est des traites. Oui, non, ils évoluent aussi. Alors des fois, il y a des revirements qui sont d'un opportunisme apparent, flagrant, mais on ne peut pas reprocher aux hommes politiques et aux femmes politiques d'évoluer dans leur position. Sinon, on est dans la sclérose absolue de la vie publique. Alors, on passe à l'élection probable, possible, en tout cas de Laurent Wauquiez à la présidence de LR. Lui vient de LR, il était sénateur LR avant d'être au gouvernement. Il a attaqué sacrément Laurent Wauquiez sur ce plateau ce matin. Difficilement être plus clair. Je rappelle qu'il était proche d'Alain Juppé dans le cadre de la primaire, donc on sait pertinemment que le positionnement d'Alain Juppé est quand même ce qu'on peut faire de plus opposé à l'intérieur d'une formation politique de celui de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, il est manifeste que pas grand monde ne l'aime au sein des cadres et des élus des Républicains. Les gens qui semble-t-il, le porteront à la tête des Républicains, ce sont les militants. Mais sa ligne n'est pas partagée, son attitude n'est pas partagée. Le comportement dont il a fait preuve lorsqu'il est devenu vice-président des Républicains a largement choqué dans les rangs de cette formation. Donc non, les élus, les cadres des Républicains ne l'aiment pas et ne l'aimeront pas plus demain. Michel. Oui, c'est une coupure assez nette. C'est amusant. Wauquiez, il est un peu comme ce qui se passe parfois à gauche, c'est-à-dire que on joue les militants, la radicalité des militants pour avoir des positions de pouvoir au sein du parti, mais pendant ce temps-là, les électeurs évoluent autrement et on se retrouve Grosjean comme devant lorsqu'il y a des élections. Regardez ce qui est arrivé à François Fillon et la radicalité de ses soutiens qui ne s'est pas traduit par un succès électoral particulier. Merci Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées, un journal du groupe Sud-Ouest. Merci Samuel Ribaud de l'agence locale de presse. On en vient à présent à notre série consacrée à la campagne des sénatoriales vues du terrain avec le cas de la droite parisienne. Elle part en ordre dispersé, ce qui pourrait lui coûter un certain nombre de sièges. Jérôme Rabier vous donne toutes ces explications. C'est une tradition dont la droite parisienne se passerait bien, mais une fois encore, elle partira divisée dans le département capital. Il y a d'abord la liste officiellement investie par les Républicains, menée par Pierre Charon. Pierre Charon, élu en 2011 sur une liste dissidente. Alors cette année, il a le parti avec lui et impossible de rater l'information, avec le siège de la rue de Vaugirard sur ses photos de campagne. Sur sa liste figure un autre sarkozyste historique, l'ancien directeur de la police nationale Frédéric Pechnard, qui tentera d'être élu en 3e position. Je suis très heureux d'être sur la liste officielle des Républicains, c'est ce que je souhaitais. Et je suis très heureux d'être sur la liste de Pierre Charon, qui est un sénateur de qualité et qui est depuis 30 ans un de mes amis. Donc je suis doublement content de cette place et de cette position sur cette liste. Dans un parti divisé, Pierre Charon tente de rassembler avec une liste pas uniquement sarkozyste.
Paris n'est pas le petit canard boiteux, puisque dans tous les départements, il y a des dissidences. Il y a eu un effet Macron qui est arrivé, on a perdu la moitié de nos députés. Là maintenant, le thème, c'est de garder le Sénat. Donc pour garder le Sénat, on ne peut plus s'amuser à jouer perso. Il faut jouer groupé, c'est ce que j'essaie de faire avec cette liste, composée de 14 personnes issues de toutes les familles de la primaire. Face à lui, Pierre Charon trouvera une figure bien connue de la droite sénatoriale, puisque Philippe Dominati, élu en dissident en 2004 puis sur la liste officielle en 2011, souhaite repartir pour un 3e mandat. Dans une droite qui tente de se reconstruire, on sent que les grands électeurs veulent savoir où se trouve le sénateur sortant. Est-ce qu'il y a une question? Quelle est la position, si on nous la pose, pour la présidence? Pour la présidence du parti. Du parti. Écoute, là pour moi c'est prématuré. Moi je ne suis pas tellement un homme de parti, tu le sais très bien, la preuve, puisque généralement je m'en affranchis. Quasiment assuré d'obtenir un siège, il tentera d'en emporter un 2e pour envoyer un signal aux instances nationales. Ce serait vraiment le signal de la volonté des élus parisiens de la droite et du centre de marquer leur appartenance à un projet qui est un projet parisien, parce qu'ils en ont assez de la mainmise d'un certain nombre de partis politiques qui considèrent que Paris c'est une sorte de réserve indienne où on va parachuter ou reclasser quelqu'un de l'appareil parce qu'il a rendu des services ou ceci ou cela. Mais l'objectif est élevé, d'autant qu'une 3e liste issue des rangs LR est dans la course, accompagnée du maire du 1er arrondissement Jean-François Le Garret. Catherine Dumas est venue comme promis déposer sa liste en préfecture. Et oui, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est une étape dans notre campagne et puis après il y aura encore 15 jours de travail acharné pour gagner. Sénatrice de 2007 à 2011, elle avait raté d'un cheveu sa réélection il y a 6 ans, la faute en partie à la dissidence de Pierre Charon. Depuis cet échec, elle n'a pas lâché ses thèmes de prédilection que sont les métiers d'art et du luxe et s'appuie sur ces dossiers pour tenter de ravir des sièges à la Haute Assemblée. Aujourd'hui, je considère que je suis légitime et que ma légitimité elle est basée non pas sur une commission d'investiture, mais sur mes compétences et sur mon travail. La bataille fait donc rage à droite avec 3 listes menées par des élus ayant déjà une expérience au Palais du Luxembourg. D'autant qu'il faudra encore une fois compter sur la liste centriste menée par Yves Pozzo di Borgo. Élu depuis 2004, il devra pour cette fois faire sans les voix du Modem partir rejoindre La République En Marche. Et mes amis du Modem qui étaient avec moi au Sénat d'ailleurs, puisque nous avons un groupe commun, qui était également au groupe du Conseil de Paris, ont préféré choisir leur propre stratégie. Je ne peux pas leur en vouloir parce qu'aux dernières présidentielles, il s'est passé des choses, des changements importants, et donc chacun a choisi sa logique politique. Et pour s'en sortir, il compte bien défendre la refonte du Grand Paris, un dossier sur lequel il est très engagé. On ne peut pas continuer à avoir dans l'Île-de-France des villes, des établissements publics, une métropole. C'est trop, c'est pas possible, des départements. Il faudra bien qu'on ait le courage, si vous voulez, de refaire une architecture de l'Île-de-France dans la logique du Grand Paris. Ça, pour moi, c'est quelque chose de prioritaire. Arrêter l'émiettement des responsabilités, une devise qui pourrait s'appliquer au centre droit et à la droite parisienne dans sa diversité. Les résultats du 24 septembre diront si la stratégie du chacun pour soi a été payante ou non. Voilà, on passe au Zap Monde, ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures avec notre partenaire TV5 Monde et on se retrouve demain matin. Bonne journée à tous. D'après un nouveau bilan de l'ONU, 370 000 musulmans rohingyas ont été contraints à fuir la Birmanie depuis fin août. Des ONG dénoncent un nettoyage ethnique et réclament la fin des violences contre cette minorité musulmane. Elles déplorent l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU. Une réunion entre les membres de ce conseil doit avoir lieu à huis clos aujourd'hui à New York à ce sujet, la deuxième depuis la fin de l'été. En visite à Saint-Martin, Emmanuel Macron s'est exprimé lors d'une conférence de presse. Il a estimé qu'il n'était pas normal qu'il y ait autant d'armes en circulation, souhaitant désarmer l'île ravagée par l'ouragan Irma. Le président français a également annoncé que les nombres de forces de l'ordre atteindraient 3000 d'ici la fin de semaine. Aucune zone de Saint-Martin n'échappe à la pénurie d'eau. Ce couple espérait une distribution dans la journée. Peine perdue, elle ne viendra pas. On n'arrive pas à avoir de l'eau. Les pauvres 14 petits gendarmes qu'on nous a alloués sont complètement dépassés, complètement. Ils nous ont donné
une bouteille d'eau par personne, un sac de riz pour 3, 1 litre de lait et 3 boîtes de sardines. C'est presque une discipline olympique, le dérapage budgétaire. En hiver comme en été, les JO battent des records. Médaille de bronze, Atlanta 96, 151% de dérapage. Médaille d'argent, Barcelone 92. Et médaille d'or, toute catégorie, Montréal 76, 720% de dérapage. Il a fallu des années à la ville pour s'en remettre. C'est la dernière pépite du géant Apple, l'iPhone 10, un produit anniversaire présenté en grande pompe en Californie. Le directeur de la marque se défend et estime que tous ces produits ne sont pas que pour les riches. Pour obtenir l'iPhone 10, il vous faudra tout de même dépenser pas moins de 1 000 €, un coût sans précédent.